Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci d'être aussi nombreux ce matin avec nous. Donc le Moniteur, je pense que vous connaissez bien le magazine, mais ce sont aussi des formations. Et comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont près de 5000 stagiaires formés chaque année, 250 programmes de formation et plus de 1000 sessions programmées chaque année en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. Et en présentiel, nous sommes présents sur un certain nombre de villes dans vos régions, ainsi que sur les dom-toms. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter notre catalogue 2024 pour aller y piocher les formations dont vous avez besoin. Sur la slide suivante, on voit aussi que nous avons une large gamme de thématiques abordées et en particulier sur la promotion immobilière, sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire sur la taxonomie européenne. Vous retrouverez notamment 2 formations qui sont appliquer la taxonomie européenne en exploitation et appliquer la taxonomie européenne en construction et rénovation. Wildtrees est notre partenaire privilégié sur ces formations et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir ce matin Sarah Maynoud qui est manager conseil et stratégie ESG chez Wildtrees et avec qui donc nous allons passer les prochaines minutes. Et donc Wildtrees, c'est une société de conseil et d'ingénierie qui est spécialisée sur les enjeux énergétiques, climatiques et écologiques. Donc, n'hésitez pas, grâce au petit module symbolisé par un point d'interrogation, à poser vos questions tout au long de son intervention et je les lui relayerai à l'issue de cet exposé. Voilà, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et on se donne rendez-vous à la fin pour les questions. Merci. Merci Sarah, c'est à vous. Merci beaucoup Laurence. Eh bien, ravie d'animer ce webinaire ce matin. Comme l'a dit Laurence, l'objectif vraiment de cette session, donc on a 40 minutes puisqu'on va se laisser 15 minutes de questions-réponses, comme l'a dit Laurence à la fin. On a environ 40 minutes pour revenir, si vous voulez, sur les grands principes, sur l'articulation de ce fameux règlement taxinomie qui nous occupe tous depuis au moins un an et demi. Avec bien entendu un focus sur les acteurs de l'immobilier, puisque comme l'a dit Laurence, Wildtrees, c'est un cabinet de conseil et d'ingénierie, mais qui est vraiment dédié aux acteurs de l'immobilier. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui sont déjà un peu familiers avec la taxinomie européenne, ça va être quelques redites, mais je pense que c'est très bien de reconsolider les bases. Et puis pour ceux pour lesquels c'est encore un peu flou, il y a de quoi encore, il y a pas mal d'incertitudes, mine de rien. J'espère que cette session-là répondra déjà à vos premiers besoins. Et comme l'a dit Laurence, l'objectif ensuite, c'est de prendre plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on a développé en partenariat avec le Moniteur d'autres formations qui sont un peu plus longues et du coup vont permettre de rentrer dans le détail sur ce fameux règlement taxinomie en fonction de vos activités. Donc, sans plus tarder, commençons ce webinaire avec un rappel du contexte. Je pense que c'est intéressant, avant de vous présenter le grand fonctionnement du règlement taxinomie, de faire un rappel du contexte dans lequel il s'inscrit. Je pense que ça permet de mieux comprendre aussi les objectifs et ce qu'on attend surtout des acteurs par rapport à ça. Donc, forcément, si on s'intéresse au contexte de la taxinomie, on va renvoyer au contexte réglementaire européen, puisque c'est un règlement européen. Comme vous le savez tous, l'Union européenne, depuis plusieurs années, a vraiment pour objectif de mettre en place un certain nombre d'actions pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, bien sûr, la France n'a pas attendu l'Union européenne pour se mobiliser sur ces sujets. On se rappelle notamment l'article 173 de l'ancienne loi qui est devenue maintenant la loi énergie-climat, avec notre article 29, qui est quand même particulièrement à la pointe et qui a en tout cas mis en place un certain nombre d'actions et de mesures additionnelles aux réglementations européennes. Mais en tout état de cause, l'Union européenne a voulu aussi se doter de son propre plan d'action, ce qu'on appelle le plan d'action pour la finance durable dès 2018, qui a été complété l'année d'après par le fameux Green Deal. Et en fait, l'objectif de l'Union européenne par rapport à ça, c'est vraiment d'adopter des textes structurants pour l'ensemble des acteurs qui gravitent dans l'Union européenne pour en fait parvenir à 3 objectifs clés
concernant ces enjeux de transition environnementale. Le premier objectif, c'est vraiment de réorienter les flux de capitaux vers les acteurs vertueux, vers des activités durables. On l'a dit, vous le savez, on doit faire face à des enjeux environnementaux colossaux. Il y a besoin forcément de fonds financiers pour financer justement ces enjeux environnementaux et de transition. Et donc, l'objectif numéro 1 avec l'ensemble des textes structurants, dont fait partie bien sûr la taxinomie européenne, c'est de réorienter les flux de capitaux vers ces investissements dits durables. Le deuxième objectif de tous ces textes structurants, c'est en fait d'obliger les acteurs à intégrer dans leur gestion des risques les risques de durabilité. Les fameux risques de durabilité, c'est tous nos risques qui sont liés à nos facteurs externes, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, appliqués à l'immobilier, on parle de quoi? On parle des risques, par exemple, de submersion marine, de sécheresse, de gonflement et retrait d'argile, mais ça peut être aussi tous les risques liés à la réglementation, justement, environnementale. Et l'Union européenne a véritablement la volonté que les acteurs, maintenant, tiennent compte de ces risques de durabilité dans leur politique de gestion des risques et prennent bien sûr, mettent en œuvre bien sûr des actions qui visent à réduire ces risques et à les minimiser. Le troisième objectif, sans surprise, si vous connaissez un peu ces réglementations européennes, c'est la transparence. Ça, c'est le maître mot aujourd'hui de ces réglementations. En fait, l'objectif vraiment, et c'est aussi pour lutter contre toutes ces situations de notamment greenwashing finalement, d'obliger les acteurs à être transparents sur leur positionnement en matière de durabilité. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'effets de posture. Et donc là, si on veut justement parvenir à identifier les acteurs vertueux et financer les activités qui vont permettre de justement transitionner, il va falloir beaucoup plus de transparence. Donc, la transparence et aussi l'Union européenne souhaite que ces enjeux-là de l'ESG de façon globale soient maintenant intégrés dans les systèmes de gouvernance des acteurs. C'est essentiel, en fait, c'est un peu un élément clé finalement pour que l'ensemble de ces réglementations et des stratégies ensuite qu'on va mettre en œuvre soient véritablement efficaces, sans quoi malheureusement, s'il n'y a pas le soutien notamment de la direction générale, eh bien, ces stratégies-là ont du mal auront peu d'effet malheureusement. Donc voilà un peu les 3 objectifs de l'Union européenne avec son fameux plan d'action pour la finance durable. Et en fait, la taxinomie européenne, classiquement, on considère qu'elle est au centre de ce dispositif. Elle est au centre de ce dispositif pour quelles raisons? On va le voir juste après, mais petit teaser, en fait, la taxinomie, elle vient définir des critères et des indicateurs de durabilité communs. Durabilité commun qu'on va retrouver en fait qui va s'infuser dans les autres réglementations. Vous le voyez à l'écran, on a d'une part, notamment au milieu et en haut et à droite, la directive CSRD et le règlement SFDR. Pour eux, petit rappel, parce que c'est important puisque tout est interconnecté en réalité. L'Union européenne, depuis très longtemps, et la France, bien entendu, était déjà aussi sur ces sujets, elle a mobilisé les entreprises par rapport à l'ensemble de ces enjeux, notamment environnementaux, mais aussi sociaux et de gouvernance. Elle a obligé les entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, à plus de transparence sur leurs performances extra-financières. En France, on renvoie ici aux obligations de DPEF, déclaration de performance extra-financière, qui est en fait la transposition d'une directive européenne qui s'appelle la directive NFRD. Aujourd'hui, cette directive, elle a vocation en Europe à ne concerner qu'environ 11 000 entreprises, donc c'est les plus grosses entreprises. Entreprises cotées ou entreprises non cotées, mais qui ont des seuils en termes de chiffre d'affaires ou de bilan et en tête cause de salariés très importants. On parle pour les non cotés, c'est plus de 100 millions d'euros chiffre d'affaires au bilan et plus de 500 salariés. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y avait déjà cette volonté de mobiliser les entreprises sur les sujets de l'extra-financier. Et puis, avec la directive CSRD, je pense que vous en avez entendu parler, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que cette directive CSRD va remplacer, à compter du 1er janvier 2024, la NFRD.
L'objectif de cette directive, c'est vraiment d'étendre le champ, le périmètre en fait de ces obligations de transparence à beaucoup plus d'entreprises. On va passer de 11 000 à environ 50 000 entreprises soumises au sein de l'Union européenne et on va être de plus en plus concernant justement ces obligations de reporting. On va mettre en œuvre tout un tas d'indicateurs communs de reporting pour permettre la comparabilité entre les acteurs. Comment la taxonomie, en fait, elle arrive avec la CSRD? Eh bien, dès lors qu'on va être, donc qu'on est soumis à NFRD et demain à la CSRD, on va avoir des obligations de reporting en matière de taxinomie. Donc, on voit que la taxinomie infuse en fait la directive CSRD et vient s'appliquer aux entreprises. Mais l'Union européenne, elle a voulu aussi vraiment mobiliser à côté des entreprises le monde financier. On sait que les enjeux, on l'a dit, ils sont colossaux et il est important que le monde de la finance, une sorte de moralisation de ces acteurs-là et qu'à un moment, eux aussi, contribuent à nos enjeux, notamment nos enjeux environnementaux. Et donc, l'Union européenne a adopté aussi le règlement SFDR, qui a vocation donc à s'appliquer aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers. Et on va leur demander beaucoup plus de transparence sur tout un tas de choses, et notamment les fameux risques de durabilité dont on a parlé, les incidences négatives, et puis des informations particulières en fonction des produits qui vont commercialiser, notamment des produits qui intègrent de la durabilité. Et bien, dès lors qu'on va être également soumis au règlement SFDR, on aura aussi des obligations en matière de taxinomie. Donc, on voit que la taxinomie, elle est vraiment au cœur de ces dispositifs. Peu importe qu'on soit soumis à la CSRD ou à SFDR, on aura des obligations de reporting en matière de taxinomie. C'est important de le noter et c'est là d'où vient cette articulation en fait des différents dispositifs réglementaires. À côté de ça, très rapidement, mais pour que vous l'ayez en tête et pour vous montrer aussi que la taxinomie, elle a été vraiment pensée de façon très holistique par l'Union européenne. On a d'un côté l'écolabel. Donc, vous savez, l'écolabel, c'est le fameux label européen qui est en fait le label officiel, qui a été adopté par tous les pays de l'UE, plus bien sûr l'Islande, la Norvège, Liechtenstein. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre, notamment pour les consommateurs, les clients, mais aussi les investisseurs, à plus de lisibilité quant aux performances environnementales d'un produit ou d'un service, puisqu'on ne peut prétendre à ce label que si notre produit ou notre service satisfont à des conditions strictes en matière de performance environnementale. Et à côté de ça, on a les Green Bond Standards. Là aussi, vous avez peut-être entendu parler de ce dispositif. Donc là, on renvoie bien sûr aux obligations vertes. Ça a fait couler pas mal d'encre. Et là aussi, l'Union européenne, elle a voulu un peu rationaliser le marché. Et le Conseil européen a adopté là, en octobre de cette année, donc il y a un mois, un standard commun qui va permettre en fait d'obliger les émetteurs d'obligations vertes qui veulent utiliser la terminologie obligation verte européenne, eh bien, à démontrer qu'ils contribuent au financement de projets qui sont alignés avec la taxinomie. Donc là aussi, la taxinomie, elle va s'infuser dans les organismes qui émettent des obligations vertes. Voilà un peu pour l'articulation des différents dispositifs. Venons au vif du sujet, la taxinomie. Donc, la taxinomie, je vous l'ai dit, dans les grands objectifs que l'Union européenne s'est fixés, le premier objectif, c'était réorienter les flux de capitaux vers les acteurs vertueux, vers des activités économiquement durables. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on entend par activité durable. Et c'était bien tout le problème jusqu'à la taxinomie européenne, puisque aussi bien d'un point de vue européen, mais également d'un point de vue français, lorsque les entreprises, notamment celles qui sont déjà soumises à des PEF, reportaient sur leur performance extra-financière, sur leur durabilité, eh bien, utilisaient leurs propres définitions, leurs propres indicateurs, leurs propres critères. Ce qui empêchait toute lisibilité finalement pour toutes les parties prenantes externes, impossibilité de comparer les acteurs entre eux, et puis finalement, on favorise énormément de greenwashing aussi par rapport à ça. Donc, l'objectif finalement de la taxinomie européenne, elle est très simple de ce point de vue-là, c'est qu'elle va offrir un dictionnaire commun à tous les acteurs de l'Union européenne quant à la définition de ce qu'on entend par activité économiquement durable sur le plan environnemental. Et ça, c'est important juste de le noter. Aujourd'hui, en tout état de cause, à date, lorsqu'on parle de taxinomie européenne, on ne
on ne parle que des enjeux environnementaux. On le verra à la fin, il y a un projet de taxonomie sociale, puisque bien entendu, les enjeux sociaux ne sont interconnectés avec les enjeux environnementaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces projets, ils sont pas du tout encore finalisés. Et vraiment, la priorité de l'Union européenne, c'était les enjeux environnementaux. Donc là, c'est vraiment de définir un cadre commun avec des critères communs et des indicateurs de reporting communs pour apprécier ce qui est une activité durable sur le plan environnemental. Voilà, c'est vraiment une sorte de dictionnaire. Un point aussi de terminologie, parce que vous allez entendre des fois taxinomie, taxonomie, donc on demande souvent quelle est la différence. Pas de différence, c'est juste une question de traduction. Taxonomie, donc renvoie à la terminologie anglaise, mais nous on est français, on aime bien traduire les mots, et donc on est arrivé à taxinomie, mais sachez qu'en tout cas c'est exactement la même chose, pas de différence de ce point de vue-là. Les grands principes, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse. Il y a finalement deux choses à retenir pour comprendre le fonctionnement de la taxinomie. Si vous avez compris ça, finalement vous avez, je dirais, tout compris. Et après, bien sûr, c'est la mise en œuvre finalement opérationnelle de ce dispositif qui peut poser plus de difficultés. Premier point à retenir, c'est, on l'a dit, la taxinomie européenne, elle vise des enjeux environnementaux. Et on va en fait définir ce qu'est une activité économiquement durable par rapport justement à ces enjeux environnementaux. Pour ce faire, la Commission, avec le Parlement, ont identifié 6 objectifs environnementaux qui sont en fait les enjeux principaux auxquels on doit faire face aujourd'hui et demain. Bien sûr, les enjeux climatiques en premier lieu. Et donc, c'est nos deux premiers enjeux, atténuation et adaptation au changement climatique. Pour mémoire, ce sont les deux objectifs qui ont été adoptés dès le début. Donc, les actes délégués ont été publiés en décembre 2021. Et aujourd'hui, les acteurs qui doivent déjà faire des reportings en matière taxonomique le font au regard de ces deux dispositifs, de ces deux objectifs climatiques uniquement. Mais à côté de ça, il faut bien noter, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces objectifs climatiques, mais en fait, cet été, en juin, enfin, les actes délégués pour les 4 autres objectifs ont enfin été adoptés par les instances européennes. Et donc, à côté des enjeux climatiques, on a bien entendu l'économie circulaire, l'eau, la problématique de la pollution et bien sûr la biodiversité. Ces 4 autres objectifs, ils vont entrer en vigueur à compter de 2024. Et donc, il y aura bien sûr une mise en œuvre progressive. On va devoir apprécier, on le verra, tout d'abord, bien sûr, l'éligibilité à ces objectifs et dans un second temps, l'alignement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à la taxonomie européenne, c'est que lorsqu'on veut apprécier notre durabilité, eh bien, on l'apprécie par rapport à ces 6 objectifs environnementaux. Deuxième point à retenir, c'est que finalement, lorsqu'on va devoir mettre en œuvre ce règlement taxonomie parce qu'on est soumis à des obligations de reporting, on va devoir suivre 3 étapes. Ces 3 étapes clés qui sont nécessaires et qui répondent d'ailleurs à un certain prérequis et qui sont directement liées aux obligations de reporting qui vont vous être demandées. La première étape, c'est l'étape de la fameuse éligibilité. En effet, pour être considérée une activité économiquement durable, encore faut-il être une activité éligible à la taxonomie européenne. Comment on sait qu'on a une activité éligible? Alors là, c'est peut-être l'étape la plus simple. Pour le coup, il faut simplement aller regarder la liste qui a été écrite par les instances européennes dans les actes délégués au règlement de la taxonomie. Alors, point de détail aussi, lorsqu'on parle d'actes délégués, c'est en fait un peu comme des décrets en droit français. C'est tous les règlements additionnels qui vont permettre de donner un certain nombre de précisions à ce règlement. Donc, c'est très important de les considérer et de les lire parce qu'il y a énormément d'informations qui sont dans ces actes délégués. Donc, typiquement, par rapport à l'éligibilité et la liste justement des activités éligibles, eh bien, il va falloir vérifier dans ces actes délégués que les activités que vous exercez soient bien reprises par la Commission et le Parlement et respectent les descriptifs qui ont été validés. Alors, très simplement, en fait, on va utiliser nos codes NAS qu'on connaît et qui vont nous permettre de façon finalement assez simple, je dirais. Bien entendu, tout dépendra de l'échelle et de votre groupe et de votre périmètre. Mais grâce au code NAS, on a la facilité d'identifier nos activités éligibles. Pour le secteur de l'immobilier,
On vous a mis sur le slide à gauche les activités qui ont été considérées comme éligibles à la taxinomie. Vous le voyez, en fait, sans surprise, c'est les grandes activités du secteur et qui expliquent pourquoi aussi, par rapport aux premiers taux d'éligibilité qui ont été publiés par les acteurs de l'immobilier, eh bien, le taux d'éligibilité est très important. En effet, l'Union européenne a considéré dans le cadre du règlement de taxinomie que les activités de construction, de rénovation, d'acquisition, d'exploitation sont bien sûr éligibles. Et à côté de ça, on a aussi des activités un peu périphériques, mais qui sont des activités complètement intégrées finalement au secteur du bâtiment, que sont l'équipement de l'efficacité énergétique, les stations de recharge électrique, le pilotage de la performance énergétique et les technologies liées aux énergies renouvelables. Ça, ce sont toutes les activités éligibles. Donc, il va falloir screener vos propres activités et apprécier si vous rentrez dans les clous de cette liste. À noter que par rapport à cette liste, comment la commission a procédé, c'est qu'en fait, elle a screené aujourd'hui une centaine d'activités économiques qui, en gros, représentent 13 secteurs. Donc, on a le bâtiment, mais on a aussi le transport, on a les industries manufacturières, on a des activités de conseil. Il y a beaucoup d'activités quand même. En fait, sans surprise, ce sont les activités et les secteurs les plus émissifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'objectif étant en priorité de s'attaquer à ces activités-là et à ces secteurs-là pour justement permettre une contribution beaucoup plus importante à nos objectifs environnementaux. À noter néanmoins que cette liste, elle est évolutive. L'objectif quand même de l'Union, c'est qu'à un moment, eh bien, l'ensemble des activités soit d'une façon ou d'une autre considérées par ces obligations de reporting, encore une fois, pour que l'ensemble des acteurs concourent à nos enjeux de transition environnementale. Et c'est notamment pour cela qu'en janvier, je pense que vous l'avez entendu parler, qu'en janvier de cette année, toutes les activités relatives aux énergies nucléaires et au gaz sont entrées dans les activités éligibles. Et en juin, lorsque les actes délégués, justement, sur les 4 autres objectifs ont été adoptés, eh bien, d'autres activités ont été également intégrées à la liste d'éligibilité. Pour le secteur de l'immobilier, il n'y a pas eu de modification par rapport à ça, retenez ça. Donc ça, c'est la première étape. Sans quoi, en fait, on s'arrête là et on n'est pas... on ne peut pas prétendre à un quelconque caractère durable d'un point de vue environnemental. Une fois qu'on a apprécié donc notre éligibilité, on peut passer à la deuxième étape qui est l'étape de l'alignement. Et vous allez beaucoup entendre cette terminologie, notamment dans les obligations de reporting. Et c'est vrai que des fois, on a un peu un élément de confusion entre éligibilité et alignement. Donc, c'est bien de l'avoir en tête parce que vous allez voir, ça n'implique pas du tout la même chose. Et lorsqu'on considère qu'une activité est alignée à la taxonomie, ça veut dire qu'en réalité, c'est une activité durable. Donc, aligné et durable, finalement, c'est la même chose. Et que nous dit le règlement par rapport à l'alignement? Quelles sont les conditions qu'on doit remplir pour être considéré comme aligné à la taxinomie? Eh bien, il y a là encore, il y a 3 étapes, 3 sous-étapes à mettre en œuvre pour apprécier notre alignement. La première étape, c'est qu'on va devoir apprécier si notre activité, elle contribue substantiellement à l'un de nos objectifs environnementaux. En effet, là, on est en train vraiment de déterminer si, d'une façon ou d'une autre, moi, mon activité, elle concourt à ces enjeux de transition environnementale. Donc, on va apprécier par rapport à ces 6 objectifs environnementaux si mon activité contribue substantiellement. Alors, vous allez me dire comment on fait ça? Là aussi, c'est plutôt bien fait, même s'il y a beaucoup d'incertitudes quand même et malheureusement de possibilités d'interprétation. Ils sont quand même partis, les instances européennes ont quand même essayé de faire bien les choses puisqu'elles ont prévu pour l'ensemble des secteurs et pour chaque activité préidentifiée tout un tas de critères techniques, qualitatifs ou quantitatifs qu'il va falloir vérifier de façon exhaustive. Tout ça, en fait, ça va être toute une liste de critères. Si on ne remplit pas l'une des conditions, on s'arrête là, on ne passe pas aux étapes d'après et on considère qu'on n'est pas aligné. Donc, c'est très important de faire cet exercice de façon la plus scrupuleuse possible, puisque c'est une condition pour être considéré comme une activité durable.
Un exemple, puisque c'est un peu abstrait ce que je vous dis, un exemple, si votre activité, c'est l'activité 7.1, construction de bâtiments, et que je brigue, par exemple, de contribuer substantiellement à l'objectif d'adaptation au changement climatique, je vais devoir, d'une part, démontrer que l'efficacité énergétique de mon bâtiment à la livraison correspond au seuil NZEB moins 10%, c'est-à-dire potentiellement à la RE 2020. De plus, si mon bâtiment aura une surface supérieure à 5 000 m², je devrais procéder à des tests d'étanchéité à l'air et d'intégrité thermique. Et de la même façon, si j'ai encore une surface supérieure à 5 000 m², je devrais réaliser une analyse de cycle de vie. Donc, vous voyez, c'est des critères très techniques, très tangibles dans l'absolu, bien sûr, mais en tout état de cause, il n'y a pas de subjectivité là. Là, il y a une liste qu'il faut aller voir dans les actes délégués. Alors, à noter que l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, a publié des notices très bien faites, descriptives de ces critères techniques. C'est quand même pas mal, ça aide beaucoup à retranscrire en fait les choses, puisqu'on a toujours deux échelles, l'échelle européenne et puis la retranscription aussi à l'échelle française. Mine de rien, ça a un impact énorme aussi dans l'appréciation de ces critères techniques. Et donc, ça aide beaucoup aussi à pouvoir apprécier si on contribue substantiellement ou pas à nos objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a validé tous nos critères de contribution substantielle, on peut passer à la deuxième étape. Et là, je trouve que le règlement taxinomie, même s'il y a on peut être assez critique par rapport à ce règlement, notamment dans sa mise en œuvre opérationnelle. Il a été pensé de façon quand même assez holistique, dans l'idée étant de dire, c'est très bien, on contribue par exemple à notre objectif d'adaptation au changement climatique dans mon activité de construction, mais encore faut-il ne pas causer de préjudice aux autres objectifs, puisque autrement, on ne peut pas être considéré comme une activité durable. Et c'est assez facilement entendable en fait. Par exemple, dans notre activité de construction, c'est sûr que si en phase de chantier, je ne tiens pas compte de mon enjeu eau, de mon enjeu ressources, de mon enjeu biodiversité, je ne vais pas pouvoir prétendre que je suis une activité durable. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'idée, en fait, la philosophie du règlement taxinomie. Et à cet égard, là aussi, parce que finalement, on se pose aussi la question, OK, concrètement, comment on le fait? Et bien, pareil, vous allez avoir tout un tas de critères techniques à vérifier pour chacun des 5 autres objectifs. Et il va falloir, de façon exhaustive, les valider. Si, là aussi, même si vous avez rempli votre première étape de contribution substantielle, mais qu'à l'étape absence de préjudice causé, il y a un des objectifs auxquels vous causez préjudice, vous vous arrêtez là et on vous considère que votre activité n'est pas alignée. On ne peut pas aller plus loin et on ne peut pas valoriser, en tout état de cause, pour cette activité, un quelconque alignement. Il y a vraiment cette idée d'approche transverse, holistique. L'ensemble des enjeux sont interconnectés. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et on ne s'arrête pas là. Donc là, on était vraiment à l'échelle des activités. Donc si on applique ça au secteur immobilier, bien sûr, c'est à l'échelle des actifs immobiliers. C'est bien de l'avoir en tête. Quand on dit activité, c'est vrai que c'est nos actifs, finalement. C'est en tout cas, c'est ce qui est tangible pour nous. Donc là, les deux premières étapes, cette contribution substantielle, l'absence de préjudice, c'était vraiment au niveau de nos actifs. Mais l'Union européenne, dans le cadre de son règlement taxinomie, a aussi voulu déjà intégrer des enjeux sociaux de gouvernance. On l'a dit, la taxinomie sociale, ce sera dans un second temps. Là, on est sur une taxinomie environnementale. Oui, mais si on veut prétendre à être considéré comme un acteur finalement qui exerce une activité durable, encore faut-il qu'au niveau de notre société, de notre structure, on ait mis en place des procédures de due diligence qui vont permettre de démontrer qu'on respecte des garanties minimales en matière sociale et de gouvernance. Alors ça a fait beaucoup de débats, il y a pas mal d'incertitudes et d'ailleurs c'est intéressant dans la dernière étude de l'AMF sur les reportings taxonomiques qui ont été faits par les sociétés non cotées, on va le voir, et bien notamment ce point des garanties minimales, il est complètement appréhendé de façon différente par les acteurs parce qu'il est vrai qu'il reste quand même assez flou. Ce qu'il faut néanmoins retenir, parce qu'il y a quand même eu des précisions, notamment cet été,
par rapport à ça. Et il y a tout un guide qui a été d'ailleurs publié, qui est quand même assez intéressant et qui reprécise bien ce qu'on entend. Donc, mettre en place ce système de due diligence sur 4 thématiques qui sont les droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, c'est assez vaste. A priori, on s'orienterait plus sur les principes de l'OCDE applicables aux multinationales, la charte des Nations Unies et les grandes conventions internationales, par exemple, les conventions liées à l'Organisation internationale du travail. Voilà, donc droits de l'homme. Ensuite, fiscalité, concurrence loyale et lutte contre la corruption. Et pour être considéré comme étant respectueux de ces garanties minimales, encore faut-il que l'acteur ne fasse pas l'objet de controverses sur l'une de ces thématiques. Sans quoi, on ne pourra pas considérer qu'on exerce notre activité de façon durable. Et là aussi, c'est assez intéressant puisqu'on veut quand même, en tout cas l'Union européenne, souhaite déjà intégrer cette démarche globale où l'environnement est interconnecté avec le social et la gouvernance. Voilà, on est arrivé là. Et si vous respectez ces 3 critères, et bien finalement, vous pouvez prétendre à un alignement, donc à considérer que tout ou partie de vos activités sont alignées. Et pourquoi finalement on fait ça? Eh bien, on fait ça pour justement rendre compte à nos parties prenantes externes. Et parce qu'on a des obligations justement de reporting qui nous sont imposées par le règlement taxinomie et qui vont se traduire par ces fameux ICP, peut-être des acronymes que vous avez déjà entendu parler, indicateurs clés de performance. Là aussi, l'objectif, vous vous souvenez, au début, on disait qu'il y avait un problème d'uniformisation des pratiques aussi par les acteurs. L'objectif du règlement taxinomie, c'est de définir des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs, ils sont définis de façon spécifique dans les règlements délégués. Et ces indicateurs, en fait, vont varier en fonction de notre statut, qu'on soit d'une entreprise financière ou non financière, dans le scope aujourd'hui de la DPEF et demain de la CSRD. On va avoir des indicateurs à produire. Et si on est un acteur des marchés financiers et qu'on a des produits article 8, donc vous vous souvenez, article 8, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, c'est des produits qui ont pour prétention, en tout cas, de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales. Et article 9, on va plus loin, on veut promouvoir, donc on parle souvent de fonds impact, mais c'est plutôt de promouvoir des objectifs d'investissement durable. Si on a ces 2 typologies de produits, en tout cas qu'on commercialise en tant qu'acteur des marchés financiers, on va également devoir reporter des indicateurs taxinomiques. Ces indicateurs, je l'ai dit, en fait, ils seront repris dans les actes délégués. On va les voir juste après. Il y aura des éléments narratifs qui devront être bien précisés. Et c'est peut-être là, en fait, tout le challenge aujourd'hui du règlement taxinomie, c'est comment on va remonter l'ensemble de la data pour parvenir à réaliser ces obligations de reporting. Mais avant de vous présenter ces indicateurs clés de performance, un petit point. Alors, mon slide ne veut pas passer. Ah, voilà. Juste un petit point d'attention, focus juste sur le secteur de l'immobilier et nos activités éligibles pour que vous les ayez bien en tête. On l'a dit tout au début, les acteurs, et bien sûr les acteurs de l'immobilier, devaient apprécier leur éligibilité et leur alignement aux 2 objectifs, atténuation, adaptation au changement climatique. Et donc, toutes les activités qu'on avait listées, notamment la construction, la rénovation et l'exploitation, étaient concernées par cet exercice. Cet été, les autres objectifs ont été adoptés. À noter que pour le secteur de l'immobilier, seule l'économie circulaire, en tout cas l'objectif qui favorise l'économie circulaire, a été un objectif qui a été considéré comme contributif pour le secteur de l'immobilier. Autrement dit, ça veut dire que potentiellement dans l'état des textes, on ne pourrait pas briguer un alignement avec, en tout cas en tant qu'acteur immobilier, par rapport à l'objectif lié à l'eau, à la biodiversité et à la pollution. Ce qui peut être, ça peut laisser un peu perplexe. C'est l'état en tout cas des textes, mais ce qui implique donc que finalement l'exercice pour vous est un petit peu limité
ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est de se dire que potentiellement cet exercice d'alignement, il va falloir le faire sur potentiellement ces trois objectifs: atténuation, adaptation, changement climatique et économie circulaire. En revanche, le fait d'apprécier si on ne cause pas de préjudice aux autres objectifs devra dans tous les cas être fait sur les autres objectifs, et donc qui inclut notamment la pollution, la biodiversité et l'eau. Donc voilà, je m'arrête là pour l'éligibilité. Et je reviens justement à nos fameuses obligations de reporting taxonomique, puisque finalement, c'est aussi ça qui nous intéresse. Là, vous avez compris un peu le fonctionnement, enfin, j'espère que c'est plus clair. Et maintenant, qui finalement est obligé de faire ces obligations de reporting? Je vous l'ai dit, vous vous rappelez le slide du début, la taxinomie au centre des dispositifs réglementaires. Et c'est exactement ce que ce slide reprend et essaie en tout cas, tente d'expliquer. D'une part, à gauche, premier périmètre d'application, ce sont les entreprises qui sont soumises aujourd'hui à NFRD, donc à DPEF en France, donc en gros, les plus grosses entreprises cotées ou non cotées. Et on fait une dichotomie entre entreprises non financières, entreprises financières. Les entreprises non financières, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont un temps d'avance sur les entreprises financières. On leur a déjà demandé cette année de publier leurs indicateurs d'alignement à la taxonomie. Donc, dans nos étapes, déjà l'obligation d'apprécier les critères de contribution, d'absence de préjudice et nos fameuses garanties minimales. Pour les entreprises financières, cette année, elles avaient encore une année de répit. Elles devaient simplement identifier leur indicateur d'éligibilité, donc vraiment la première étape. L'année prochaine, l'ensemble des entreprises qui sont aujourd'hui soumises justement à la DPEF et demain à la CSRD devront publier des indicateurs taxonomiques d'alignement. Maintenant, on n'aura plus ces différences entre entreprises financières et non financières. C'est très important de l'avoir en tête, puisque notamment pour les entreprises financières, ça va forcément impliquer du reporting additionnel. Donc ça, c'est le premier pan. Deuxième pan, on a dit que la taxonomie européenne a la vocation aussi à s'appliquer aux acteurs des marchés financiers qui sont soumis à la SFDR et pour lesquels, notamment, on a commercialisé des produits financiers, article 8, article 9. J'espère que ce n'est pas un jargon, il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup d'articles. Alors, j'espère que voilà, ça vous parle. N'hésitez pas, on pourra en parler, mais schématiquement, voilà, article 8, article 9, comme on l'a dit, c'est des produits financiers qui, en tout cas, essaient d'intégrer de la durabilité et des contraintes environnementales, sociales ou de gouvernance. Et pour ces produits financiers de façon spécifique, il va falloir aussi, depuis cette année, publier un indicateur d'alignement. Donc, quel est le pourcentage d'alignement de mes investissements dans mes fonds article 8 et article 9 qui sont alignés avec la taxonomie. Donc, voilà pour en fait, le scope, le périmètre d'application de ce reporting taxonomique. Sur la fameuse méthodologie de calcul. Alors là, clairement, on ne va pas avoir le temps suffisant pour aller dans les détails parce que c'est quand même encore une source d'incertitude. Ce qu'il faut retenir, d'une part, on l'a dit, les indicateurs clés de performance, ils sont repris dans les actes délégués. Ils vont varier en fonction, vous êtes une entreprise financière, une entreprise non financière, vous avez des produits article 8, article 9. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, comment on apprécie, comment ça va se traduire cet alignement, le fait d'être durable par rapport à nos indicateurs, on va se référer à une logique de flux financier, ce qui est en fait assez logique. Nos flux financiers, donc qui dit flux financier dit logique comptable, commence à être comptabilisé dans nos comptes. Donc là, il y a des vrais enjeux de data, aussi de coordination avec les différents services au sein de l'entité pour qu'on puisse avoir accès à ces informations-là. Et les trois flux en fait qui vont nous intéresser et qui vont faire l'objet de ces indicateurs, c'est le chiffre d'affaires, c'est les CAPEX, donc nos dépenses d'investissement, et les OPEX, nos dépenses d'exploitation. Par rapport aux CAPEX et OPEX, donc nos dépenses, il y a trois cas, donc de façon très schématique, il y a trois typologies possibles qu'on va pouvoir valoriser. Soit on a des dépenses qui concourent à un actif, qui sont investis en fait sur une activité alignée. Donc nous, c'est des actifs immobiliers alignés. Soit c'est des dépenses qui sont inclus dans un plan
de CAPEX ou d'OPEX et qui ont pour objectif d'aligner notre actif à la taxinomie, soit on a une logique d'identification de dépenses, d'investissement ou d'exploitation de façon individuelle et on va voir comment elle peut être éventuellement alignée à la taxinomie. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Chiffre d'affaires CAPEX, OPEX, plusieurs types de CAPEX et d'OPEX. À noter que les OPEX peuvent être, on peut s'astreindre à calculer un pourcentage dès lors qu'on considère que ces flux-là sont non matériels pour notre business. Donc on considère que c'est dès lors que ça représente moins de 10%. Mais il va falloir quand même publier des reportings à zéro et des éléments explicatifs. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Le point aussi important, c'est que, attention, pour le secteur de l'immobilier, la Commission a bien précisé que le chiffre d'affaires ne pouvait pas être valorisé pour l'objectif adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que dans nos différentes étapes, vous savez, vous avez le choix. En fait, vous avez le choix par rapport à vérifier si vous êtes aligné avec ces objectifs environnementaux. Pour le secteur de l'immobilier, on a dit que potentiellement, on pourrait être aligné avec nos objectifs climatiques, adaptation, atténuation, et avec notre objectif économie circulaire. Et donc, vous avez le choix de vérifier cet alignement, sachant qu'on ne peut jamais double compter en fait nos flux. Donc, il va falloir de façon choisir l'objectif vers lequel on contribue le plus. Donc, ça, c'est le premier point. Par rapport à ça, attention, on ne pourra pas valoriser du chiffre d'affaires aligné par rapport à l'objectif adaptation, tout bonnement parce que l'Union européenne considère aujourd'hui que les actifs immobiliers sont par définition non adaptés au changement climatique, qui est en effet un état qui est mouvant, qui n'est pas statique. Donc ça, c'est bien d'avoir en tête. Ce slide vous présente rapidement donc, les KPI à publier lorsqu'on est une entreprise non financière. Donc potentiellement dans le scope aujourd'hui de la NFRD, des PEF et demain de la CSRD. Donc vous voyez à chaque fois numérateur, dénominateur avec cette logique en fait comptable derrière. À côté de ça, vous avez pour les entreprises financières, je vous le disais, d'autres KPI qui sont vraiment très différents. Pour les gestionnaires d'actifs, on renvoie au Green Investment Ratio. Pour les établissements, au fameux GAR, le Green Asset Ratio. Et pour les assureurs, c'est la moyenne pondérée des investissements. À noter que, en tout cas pour les entreprises financières, c'est un peu la bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin, pour le coup, de valoriser des dépenses d'exploitation. Donc, tout ce qui est OPEX n'a pas besoin d'être calculé. Donc, ça, c'est un bon point. Par contre, si vous avez des produits commercialisés qui sont article 8 ou article 9, il va falloir potentiellement faire un reporting aussi au niveau de vos dépenses d'exploitation. Voilà pour les KPI. Ensuite, on voulait vous faire un point sur les défis opportunités parce que, bon, là, certains d'entre vous, ça vous semble peut-être tentaculaire, ça fait beaucoup de choses, mais c'est important aussi de faire un point, de se poser 2 minutes sur les défis et les opportunités que peut représenter ce règlement taxinomie. Alors, clairement, la liste des défis, elle est longue parce qu'il y a quand même pas mal de défis et en fait, cette liste de défis, on l'a établie sur la base, bien sûr, des rapports taxinomiques des acteurs de façon très récente. L'intérêt d'identifier ces défis aujourd'hui, c'est de les anticiper. Et plus vite on les anticipera, plus on sera dans la capacité aussi à les transformer en opportunités. Et plus vite on va pouvoir aussi se mettre dans une démarche proactive et vis-à-vis de nos pairs, avoir cette démarche d'acteur qui est engagé sur ces enjeux de taxinomie. Par rapport à ces défis, donc il y a plusieurs défis. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui, en tout cas de cause, au vu des rapports, des reportings qui ont été publiés, qui considèrent un périmètre d'analyse assez restreint, notamment pour l'alignement. Pourquoi? Parce que même si on a l'impression que la première étape d'éligibilité est assez simple, oui, mais dès lors qu'on veut valoriser de l'alignement, je vous l'ai dit, on va devoir screener tous ces critères techniques. Ce qui demande en fait de multiplier les analyses. Or, si on a un nombre important d'activités, qui plus est dans des zones géographiques différentes, qu'on a des problématiques d'accès aux données, et en effet, ça peut donner lieu à une analyse sur périmètre restreint qui va forcément en fait
sous-valoriser les indicateurs qu'on va publier. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vraiment se mobiliser en interne, créer des interconnexions entre les différents pôles pour réaliser le plus rapidement possible le screening de nos différentes activités et commencer à paramétrer nos systèmes d'information pour remonter cette fameuse donnée. Parce que justement, en fait, l'enjeu, je dirais, principal aujourd'hui des acteurs par rapport à ce règlement taxinomie, c'est bien entendu la collecte et la fiabilisation de la donnée. Il y a beaucoup de systèmes d'information, bien sûr, ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui aux exigences du règlement. En plus, en fonction de notre statut, entreprise financière, non financière, eh bien, il y a des indicateurs particuliers qu'il va falloir en fait consolider avec des multitudes de sources différentes. Et lorsqu'on a ces données, encore faut-il qu'elles soient fiabilisées, puisque l'objectif, bien sûr, c'est de publier des indicateurs qui soient fiables et qui permettent de pouvoir avoir cette comparabilité et ce niveau de durabilité qui est représentatif de votre démarche. Donc, la collecte et la fiabilisation des données, c'est un enjeu majeur aujourd'hui sur règlement taxinomie et qui explique en réalité que, notamment pour les acteurs de l'immobilier, on a des taux d'éligibilité très importants, on l'a vu, puisqu'il y a beaucoup d'activités en fait qui sont éligibles aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, mais les taux d'alignement sont beaucoup plus bas et ça s'explique notamment par rapport à ce problème de données. Troisième point qui est forcément lié, c'est que dès lors qu'on est en présence d'une réglementation nouvelle, eh bien, ça crée des incertitudes juridiques. Et donc là, bien entendu, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très précautionneux par rapport à ça et ils ont raison. On a toujours deux options, soit on a une approche très conservatrice, soit on a une approche pragmatique, mais il faut faire attention notamment en cas de contrôle. Et donc ça a créé beaucoup de prudence chez les acteurs. Et donc des positionnements aussi qui sont finalement qui vont un peu, je dirais, dévaloriser nos indicateurs de durabilité. Pour certains qui ont déjà commencé à regarder justement ces critères, notamment le dénaissage, donc l'absence de préjudice à l'objectif pollution et quelque peu ardu et créer des difficultés justement de mise en œuvre opérationnelle et pourrait pousser pour beaucoup d'acteurs à considérer qu'ils ne sont pas alignés avec, par exemple, l'objectif d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Le quatrième point, pour le secteur de l'immobilier, l'enjeu, c'est qu'en fait, et c'est un peu pour le coup le grand regret de ce règlement, c'est que, oui, comme il a vocation à s'appliquer à tous les secteurs, bien sûr, il y a des critères techniques qui ont été identifiés pour chacune des activités des secteurs, ça a été adapté, mais malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau français, l'enjeu majeur, c'est pour le parc immobilier existant. On a des chiffres, a priori, l'activité, les actifs tertiaires qui ont aujourd'hui un DPEA en France, c'est 6% du parc immobilier total. Ce qui fait que des critères taxinomiques où on va nous demander pour contribuer substantiellement à l'objectif d'atténuation du changement climatique, c'est avoir des actifs DPEA ou faire partie du top 15% pour toutes les constructions avant le 31 décembre 2020. Là, ça crée énormément de frustration chez les acteurs de l'immobilier qui, bien sûr, constatent qu'au vu de ces conditions-là, on a très peu de chances, en fait, de pouvoir valoriser des activités alignées et des actifs, en fait, alignés. Le point, c'est que c'est toute l'opportunité aussi de la taxinomie, c'est de pouvoir valoriser toutes les dépenses, notamment d'investissement que vous allez pouvoir mettre dans ces actifs-là pour les rendre alignés avec la taxinomie. Ça, forcément, c'est très important dans ce contexte-là, mais ça demande, de la collecte de la donnée, de la fiabilisation et une analyse quand même, une analyse poussée. Dernier défi qui a été relevé notamment là dernièrement par l'AMF, c'est le défi de la transparence. Et on l'a dit, c'est un des enjeux phares, des objectifs majeurs aujourd'hui de l'Union européenne par rapport à toutes ces réglementations européennes, c'est d'obliger les acteurs à de la transparence. Or, compte tenu des difficultés quand même de mise en œuvre, d'interprétation, etc.,
les acteurs manquent encore de clarté, en tout cas dans les informations qu'ils publient. Il n'y a pas forcément de précision quant aux hypothèses de travail qui sont utilisées, les méthodologies, le recours par exemple à des estimations. Ça, c'est des choses qu'il va falloir progressivement adapter et mettre en œuvre, puisque le régulateur, et notamment l'AMF, va être particulièrement précautionneuse par rapport à ces éléments-là, dans la mesure où, en fait, c'est le fondement même de ce règlement, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes, et notamment des investisseurs, et de permettre la comparabilité des acteurs. Et cette comparabilité, ça passe par de la transparence. Donc, vous voyez, il y a pas mal de défis aujourd'hui face à la taxinomie, mais moi, j'ai envie d'avoir une note positive. Il faut quand même se dire qu'avec ce dispositif-là, l'Europe, l'Union européenne pousse en fait l'ensemble des acteurs, et ça, c'est quelque chose de quand même très positif, vers un chemin de la durabilité, et en tout cas, souhaite contribuer d'une façon ou d'une autre à ces enjeux environnementaux. Et donc là, vous, acteurs qui mettez en place justement des stratégies d'amélioration de votre empreinte carbone, d'amélioration de votre efficacité énergétique. Ces démarches-là, en fait, elles vont enfin pouvoir être valorisées de façon express via les reportings taxinomiques qui auront d'autant plus de poids qu'on sait aujourd'hui que chacun des acteurs aura l'obligation d'utiliser des indicateurs communs. Donc, il y a vraiment cette idée que dès lors qu'on va pouvoir démontrer qu'on est aligné avec la taxinomie, eh bien, on va pouvoir valoriser aussi notre stratégie, notre démarche d'acteurs responsables, vertueux, qui met en œuvre tout un tas de mesures, justement, pour contribuer à ces objectifs environnementaux. L'autre opportunité aussi qui est offerte par la taxinomie, c'est que oui, ça nous permet de faire un point aussi sur où on en est par rapport à notre stratégie, par rapport à nos pratiques. Ça va nous pousser à faire du coup des collectes régulières de la donnée et donc de challenger ça, de peut-être aussi parvenir à réduire nos coûts, notamment en maîtrisant mieux nos consommations, en gérant mieux nos risques de durabilité. Donc ça aussi, ça a des impacts potentiellement financiers positifs dès lors qu'on en tient compte et qu'on l'utilise comme un outil de pilotage en réalité de notre stratégie et de notre business. La taxinomie, ça offre aussi, comme on l'a dit, il y a ce problème de gestion de la donnée, de la collecte de la donnée. Ça va prendre du temps. Il va falloir se faire accompagner par rapport à ça. Dès lors en fait, il y a une vraie opportunité en fait de s'y mettre parce que on va pouvoir parvenir à terme à se faciliter la tâche pour les autres reportings qu'on va devoir faire dans le cadre des autres réglementations. Je vous l'ai dit, la taxinomie, elle est interconnectée avec les autres réglementations. Vous allez avoir des reportings dans la CSRD, dans la SFDR. Au niveau français, avec l'article 29, vous savez que pour les acteurs financiers qui ont des encours de plus de 500 millions d'euros, qui ont des produits dont les encours dépassent 500 millions d'euros, doivent notamment désormais publier leur pourcentage d'alignement avec la taxinomie. Donc, on voit que la taxinomie, elle est aussi présente au niveau français. Et donc, ça demande de la gestion de la donnée. Et donc, plus vite on va la collecter, on va la centraliser, plus vite on sera capable aussi de pouvoir répondre à nos autres obligations réglementaires. Et puis, forcément, on l'a dit, ça permet d'améliorer, en tout cas de valoriser cette démarche et donc finalement d'améliorer aussi notre réputation et d'attirer des clients ou des investisseurs. Pour terminer, je vois que le temps file très rapidement, mais vous allez avoir les slides, Laurence vous les transmettra. Ça, c'est un slide sur les pratiques de marché. Je vais être très rapide. L'AMF a publié très récemment, là, en novembre, donc il y a quelques jours, une étude sur le reporting taxinomique des sociétés non cotées non financières. Je vous l'ai dit, les sociétés non financières, c'est celles qui ont été soumises cette année à l'obligation de reporter leur alignement à la taxinomie. Là, l'AMF a un focus sur les sociétés non cotées et a analysé 31 DPF, dont 2 qui font partie du secteur de l'immobilier. Il y a un certain nombre d'éléments intéressants par rapport à ça. À noter que, en fait, toute l'analyse d'éligibilité, elle n'est pas finalement si compliquée.
Le vrai challenge reste bien sûr l'alignement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs ont en tout cas tous publié leur alignement à la taxinomie, mais clairement sur l'objectif d'atténuation du changement climatique. Et ça s'explique assez facilement compte tenu des critères techniques qui sont quand même moins exigeants que l'objectif d'adaptation au changement climatique. Le point de la transparence, elle a été aussi identifiée par l'AMF. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il y a encore trop d'éléments disparates qui sont publiés par les acteurs, notamment sur cette question des garanties minimales, mais pas que. Il va falloir vraiment travailler sur cette transparence, sur nos méthodologies, nos hypothèses de travail. Et par rapport aux fameuses typologies de CAPEX, qui est d'autant plus intéressant dans le secteur de l'immobilier, puisqu'on l'a dit, en fait, en réalité, il y a beaucoup d'acteurs qui auront des actifs alignés. On va pouvoir valoriser néanmoins toutes les dépenses d'investissement qu'on va mettre en œuvre pour rendre nos actifs plus compatibles avec nos objectifs environnementaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces derniers reportings, l'AMF nous montre que les acteurs favorisent en tout état de cause deux typologies de CAPEX. Bien sûr, les investissements qui sont réalisés sur des activités déjà alignées, donc nous, des actifs immobiliers déjà alignés, ça sans surprise. Et par contre, les acteurs ont plus vocation à venir rechercher l'alignement par rapport à des dépenses individuelles. Et je termine très rapidement sur nos perspectives. Je vous l'ai dit à titre introductif, aujourd'hui, on parle de taxinomie environnementale. Demain, on aura une taxinomie sociale. L'idée, c'est bien entendu aussi de contribuer à nos enjeux sociaux. Il y a pas mal de groupes de travail. Malheureusement, ils essaient d'avancer au maximum, mais en tout cas, rien n'est encore validé ou consolidé. Vous avez un peu les premières réflexions sur ces enjeux-là. Et en fait, il y aurait a priori deux dimensions, horizontale et verticale. Mais à ce stade, ça reste encore assez théorique. Je m'arrête là pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Il est 12h25. Je vous laisse la parole, Laurence. Alors, on a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas Oh là pouvoir là. répondre à toutes d'entre elles, mais on va Oui, essayer. Merci en tout cas pour cet exercice difficile de nous résumer tout ça en oui. 45 minutes. Voilà, c'est Ah, compliqué, mais encore une fois, venez suivre les exactement. formations que nous avons proposées. Vous pourrez poser l'ensemble de vos questions et surtout avoir beaucoup Oui, plus de détails. On a eu pas mal de questions, notamment en début de webinaire, donc veuillez m'excuser oui, si vous y avez répondu entre-temps. Mais il y a pas mal de questions sur la taille d'entreprise pour la CRD. c'est CSRD. Voilà, c'est C'est ça. CSRD, merci, je vais y Mm. arriver. Et est-ce qu'il Ouais, y a c'est un pas seuil évident. de taille avant même l'éligibilité des activités? Alors, par rapport en effet au seuil, donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que la CSRD donc, remplace la NFRD à compter de janvier 2024. Pour les premiers, en fait, pour les premières entreprises soumises dès janvier 2024, en fait, c'est les anciens seuils qu'on connaît, donc applicables sous la NFRD, c'est-à-dire entreprises cotées qui ont soit 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés, ou entreprises non cotées qui ont 100 millions d'euros bilan chiffre d'affaires ou chiffre d'affaires et plus de 500 salariés. Ça, c'est en 2024. En 2025, on élargit le périmètre. Et donc là, c'est vraiment à ce moment-là que la CSRD va rentrer en compte pour d'autres acteurs. Et donc là, ce sont les entreprises, les plus grandes entreprises, mais pas nécessairement cotées, qui vont dépasser soit le seuil de 25 millions d'euros de bilan ou de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été amendé là très récemment compte tenu des difficultés économiques et d'avoir un seuil de 250 salariés. Donc ça, ce sera en 2025. Ensuite, en 2026, on a les PME cotées avec aussi des seuils. Et à noter pour 2028, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose aussi par rapport à l'Union européenne et les acteurs de pays tiers, par exemple. Il faut noter qu'à partir de 2028, même si on est une société mère implantée hors UE, mais qu'on a des filiales ou des sous-groupes implantés au sein de l'Union européenne, dès lors qu'on va atteindre certains seuils, pareil, de bilan chiffre d'affaires et salariés, on sera également soumis à la CSRD et donc on sera soumis à la taxinomie.
Voilà. D'accord, donc du coup, c'était un petit peu la question que je voulais vous poser à la suite de ça. Effectivement, quand on est un groupe de sociétés, est-ce qu'il faut considérer la taxonomie au niveau du groupe ou est-ce que ça peut être au niveau, ou est-ce que c'est au niveau de chaque société en fait? En effet, ça c'est toujours un peu compliqué. Ça dépend vraiment de la structuration en réalité juridique du groupe, mais aussi de la consolidation. Et ça dépend des différentes activités. Si au sein du même groupe, on a des activités financières ou non financières, il faut vraiment faire l'analyse pour voir nos obligations au niveau entité et Mhm. ensuite voir l'approche niveau groupe. Il y a un certain nombre de précisions, sachez-le. En fait, je ne préfère pas parce que ça dépend vraiment de différentes hypothèses, mais il y a eu des précisions par rapport à ça dans des forums à questions, et ça, c'est à noter. Je vous l'ai dit, le règlement taxinomie, en fait, il a donné lieu à des actes délégués, donc pas mal en fait, d'éléments additionnels qui viennent préciser les choses. Et il y a aussi eu des foires aux questions, des FAQ qui ont été publiés aussi par les autorités européennes et qui permettent de répondre à pas mal de questions. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que c'est des questions très concrètes, notamment sur ces situations de seuil, de groupes de sociétés, etc. Alors, on nous demande aussi s'il existe un lien ou un site qui donne la liste des activités éligibles. Et Oui. on nous demande également, est-ce qu'une activité liée à l'économie circulaire dans le VTP va être éligible prochainement? Ah, alors, premier point, sur la liste des activités éligibles, il faut se référer aux actes délégués du règlement européen. Vous trouvez donc sur Internet, sur le site législatif. Et donc, dans cet acte délégué, vous avez la liste des différentes activités avec les codes NAS. Et on vous a déjà pré-identifié en fait dans les slides les activités qui sont potentiellement éligibles pour le secteur du bâtiment. Et pour la deuxième question, en effet, c'est une très bonne question. Je vous l'ai dit, en fait, la liste des activités, elle est évolutive. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'informations par rapport à ça. Mais peut-être qu'en effet, je pense que l'objectif en tout état de cause des autorités européennes, c'est de soumettre au maximum d'acteurs à ce règlement de taxinomie et donc d'étendre les activités potentiellement éligibles et donc alignées. Très bien. Et puis alors, je vais terminer par une question un petit peu plus générale. Donc, on a eu là, effectivement, au mois d'octobre, la loi industrie verte qui a été votée, pardon. Est-ce que cette loi industrie verte inclut effectivement cette norme européenne? Et puis, peut-être qu'on a une question aussi côté acheteur, parce que la loi industrie verte parle aussi du spazer, de l'achat durable, etc. Est-ce que ce reporting taxonomique et cette conformité à la taxonomie européenne peut faire partie des demandes RSE de la part des acheteurs? Alors, c'est sûr que, en fait, comme vous l'avez vu, la taxonomie européenne, elle impacte tout le monde, elle impacte tous les acteurs et en fait, ça montre que tout est interconnecté. Et donc, dans les opportunités que présente la taxonomie, c'est exactement ça. C'est plus on va être en capacité de pouvoir valoriser, nous, des activités durables, plus notamment les investisseurs ou les financeurs qui eux-mêmes ont des obligations de reporting et justement de valoriser un pourcentage d'alignement à la taxonomie élevée seront intéressés pour justement des activités qui ont déjà un taux d'alignement important. Donc, il y a vraiment cette interconnexion et en fait, c'est l'idée même de la taxonomie, c'est de favoriser des acteurs vertueux. Donc, on a tout intérêt à reporter nos indicateurs, à avoir un taux d'alignement élevé, puisque nos investisseurs, nos financeurs vont eux-mêmes devoir publier ces reportings et aimeront aussi avoir des reportings avec des taux d'alignement élevés et donc vont chercher d'une façon ou d'une autre à diriger notamment leurs investissements vers des acteurs qui ont un taux d'alignement élevé. Par rapport à cette loi que vous mentionnez, je ne l'ai pas en tête. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de lien direct avec la taxonomie. En tout cas de cause, il y a déjà beaucoup de liens en fait entre la taxonomie et nos réglementations françaises. On l'a dit dans le cadre de l'article 29, dans le cadre de la DPF aujourd'hui et demain via la CSRD, on a de toute façon des obligations de reporting qui sont intégrées à notre droit national.
Voilà. Ah, je vous entends plus, Laurence. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Parfait. bon. Bon, bah, je vous remercie à nouveau, Sarah de Wild Trees, pour cette intervention. Et voilà, je ne Avec grand- peux qu'encourager les participants à Oui, venir sur les formations que vous animez à mes côtés. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon appétit et à bientôt pour un nouveau webinaire, le Moniteur Formation. Merci Sarah. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.